2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Cérémonie de lancement ce matin à Niamey des activités de formation des pèlerins au Hajj 2023. C'est une activité qui vise à former les futurs pèlerins. C'est une initiative du groupe d'agences de voyage et d'agences de Oumara et de Hajj dénommé Assalam qui réunit une trentaine d'agences de voyage Hajj et Oumara. Je propose de suivre le résumé de cette cérémonie de lancement des activités de formation des pèlerins de ce groupe d'agences avec nos reporters Nasser Seydou et Ismaël Momouni. Conjuguer leur expertise pour permettre aux candidats en Terre Sainte de faire un pèlerinage réussi, voilà ce qui a réuni 34 agences de voyage au sein du groupe AG Salam. Ainsi, à travers cette cérémonie, le groupe procède au lancement des activités de formation des pèlerins au Hajj 2023, une initiative hautement appréciée par le commissariat à l'organisation du Hajj et la Oumra Koho. La formation des pèlerins, c'est la base de toute préparation du Hajj. Elle permet aux pèlerins d'accomplir le Hajj de la meilleure façon. Or, on a l'habitude de voir de nombreux pèlerins se rendre en Arabie Saoudite, en Terre Sainte, sans avoir une bonne préparation préalable au Hajj. C'est pourquoi, souvent, les pèlerins se retrouvent avec un sentiment d'insatisfaction, de regret pour retourner au Hajj. Donc, pour toutes ces raisons, le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra invite les futurs pèlerins à participer massivement aux séances organisées par les groupes d'agences dans les centres, en tout cas, qui ont des cadres adéquats et des formateurs expérimentés. La formation est la condition sine qua non pour réussir son pèlerinage. Alors, il s'agira à travers cette formation de donner à chaque pèlerin le bagage technique et spirituel à travers ces modules bien conçus pour les formateurs et encadreurs d'agences. Il s'agit de les former aux divers modules comme l'importance de la portée du Hajj dans la vie du musulman, l'organisation de voyages et de séjours à Médine, le déroulement de rites de la Oumra, le déroulement de rites du Hajj, notamment le séjour de Mina à Arfa et à Mouzalifa, le séjour de la Mecque, sans omettre les conseils pratiques. Ainsi, je profite pour engager les formateurs dans le déploiement des modules. Je les invite à rester très professionnels et surtout très proches des pèlerins en compagnie de ceux qui y seront durant le séjour aux Terres Saintes. Quant à vous, pèlerins, je vous exhorte à être ponctuels, réguliers et ne jamais hésiter à poser des questions qui pourraient nous permettre de maîtriser les rites du Hajj. Je tiens à vous rassurer de la disponibilité de tous les encadreurs du groupe et même des chefs des agences qui sont à votre service. Le groupe Assalam se fait le défi d'assurer le meilleur service de pèlerinage. Les formations se dérouleront tous les week-ends et ce jusqu'au départ en Terre Sainte où des séances supplémentaires de rappel seront organisées sur place selon le groupe AG Salam qui réunit une trentaine d'agences de voyage Hajj et Oumra. Parlons à présent de la problématique de l'accès à l'eau potable, une problématique qui se pose avec acuité dans notre pays, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. En milieu urbain, la capitale Niamey ne fait pas exception. En effet, des citoyens de la ville de Niamey n'ont pas accès à de l'eau potable. Illustration, par exemple, au niveau du quartier Sagia, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Une équipe de reportage de la télévision Labari est allée là-bas à la rencontre des populations. Suivant le reportage, l'équipe est composée d'Aboubacar Souley et Ismaël Moumouni. L'eau, c'est la vie. Cette denrée vitale manque crucialement pour beaucoup d'habitants dans la capitale. À l'exemple des habitants du quartier Sagia, Kolandé, situé dans le 5e arrondissement. Femmes et enfants munis de bidons dans la canicule à la recherche de ce liquide précieux. C'est le quotidien des habitants de ce quartier. C'est un véritable parcours de combattants pour ces personnes qui sont obligées d'aller commander pour s'en procurer cette denrée. To masu famfunan da annan haka da sun kasa na yanzu kaga tsanga da nika yi kana ganin ga waɗansu can sun fara budawa can ga su can wurin can sun fara buda can na muka zuwa mutai yara su ta ba. Pour avoir de l'eau c'est difficile. Il y a même parfois des bagarres au niveau des châteaux d'eau là où on s'approvisionne.
Voyez-vous, ces bidons sont vides. Il n'y a rien et sans eau, on a tous les problèmes. Pas de cuisine, encore moins de lessive. Et notre souci, c'est le manque d'eau car nous ne disposons pas de bonne. Nous sommes obligés d'aller quémander de l'eau auprès de ceux qui en ont. Chaque matin, nous sommes obligés de vivre ce calvaire. Nous souffrons énormément de manque d'eau. Si ce n'est pas grâce à notre voisin qui a un château d'eau, on allait rester sans eau. Par manque de bonnes fontaines dans les quartiers, ces habitants se déplacent même pour aller puiser de l'eau au niveau des puits, et c'est là, en plein capital. Une situation déplorable à laquelle ces habitants lancent cri de cœur. L'État nous a complètement oubliés car il n'y a pas de bonne fontaine. Est-il normal qu'en pleine capitale, nous soyons confrontés à une telle situation? C'est vraiment pas normal. Raison pour laquelle nous demandons aux autorités de penser à nous car nous souffrons beaucoup. Nous demandons au gouvernement d'alléger nos souffrances. L'eau potable est un droit pour chaque personne humaine et la sacralité de cette dernière est reconnue par la Constitution du Niger à son article 11. Pas d'eau, pas de vie. Ce dimanche, nous profitons pour revenir sur quelques faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine qui s'achève par d'abord la célébration le 3 mai dernier de la Journée internationale de la liberté de la presse, une journée instituée par l'UNESCO pour permettre donc aux professionnels du monde des médias de questionner leur métier. À cette occasion, une équipe de la télévision Labari a recueilli les avis de quelques confrères, de quelques journalistes. Donc, ils viennent du Niger, du Burkina Faso et du Bénin. Je vous propose de les suivre. La liberté de la presse est encore très fragile, notamment en Afrique. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes sont en prison, beaucoup de journalistes ont des ennuis avec la justice. Et même dans les pays où il y a la dépénalisation des délits de presse, on crée de nouvelles lois pour pouvoir poursuivre les journalistes avec eux, même quand on dépénalise des délits de presse. Peut-être sur la base de nouvelles lois comme la loi sur le numérique. Dans certains pays, on peut poursuivre des journalistes, un journaliste qui fait une publication. C'est pareil au Bénin. En tout cas, le Bénin n'est pas épargné, le Bénin est encore loin en ce qui concerne la liberté de presse et la liberté d'expression. On a encore du chemin à faire. Au Niger, vous n'êtes pas sans savoir, un journaliste aujourd'hui, il n'a pas le droit, c'est vrai, en respectant l'éthique et la déontologie, de faire convenablement son travail. C'est sur la voie publique que tu vas voir un citoyen te dire, si tu me filmes là, je vais t'amener à la justice. Ou bien tu n'as pas le droit de me filmer. Sans pour autant qu'il sache que toi aussi tu es là en train de faire ton travail. En ce qui concerne aussi les autres journalistes qui ont été agressés dans l'exercice de leurs fonctions. Tout récemment, le cadreur, le caméraman de la radio et télévision Anfani, et aussi les journalistes qui ont été empêchés de filmer l'arrivée des ressortissants nigériens à l'aéroport international du Hamani de Niamey. Ça, ce sont des exemples palpables qui sont là et qui méritent aussi un regard particulier de la part des autorités nigériennes. Un autre aspect, une autre situation, c'est la question de la convention collective des médias. On pensait quand même que les choses vont marcher convenablement ou bien les choses vont marcher très bien. Donc c'est une occasion pour nous d'attirer leur attention quand même, de voir comment essayer de signer cette convention collective pour voir qu'est-ce que ça va changer dans l'exercice du métier de journalisme au Niger. Aussi, cette question de carte de presse. Aujourd'hui, tu présentes ta carte de presse, on te dit que tu n'as pas accès.
On ne peut pas comprendre aujourd'hui, un vigile peut dire à un journaliste de quitter ou bien il n'a pas le droit de rentrer au niveau d'un endroit où se tient une cérémonie. Donc cette carte de presse-là, elle est délivrée par une institution de la République, une institution autonome et indépendante qui doit être respectée. Cette liberté de presse, que ce soit à travers le monde, que ce soit en Afrique, d'où je viens particulièrement, elle est aujourd'hui un peu en péril parce qu'au regard de différentes crises que nous traversons, bien sûr les crises sécuritaires, mais aussi les crises sociopolitiques qui mettent à mal le travail des journalistes dans nos différents pays. Nous savons par exemple la situation sécuritaire dans le Sahel ne permet plus aujourd'hui aux journalistes de travailler de façon autonome et indépendante. Et cette liberté est mise à mal également par la situation bien sûr qui prévaut en termes de sécurité et on ne peut plus se déplacer comme il se doit, comme il se peut par exemple pour réaliser des reportages un peu partout. Et avec voilà ce qui se passe actuellement, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, avec les régimes politiques militaires qui sont là, il est appelé par moment à une certaine restriction de la parole des journalistes et on peut dire que cette liberté est également mise à mal à travers ces différents régimes dans ces pays qui quand même ne permettent plus aux journalistes d'avoir cette liberté de ton et cette liberté d'opinion pour aborder les différents sujets. Par moments sous le prétexte des questions sécuritaires et pour des questions de souveraineté, les journalistes sont souvent appelés à ne pas parler de certains sujets. Donc il faut dire qu'il y a un certain musellement qui malheureusement voilà, travaille à saper un peu les acquis de longue date, de longue haleine que certains journalistes à travers leur sacrifice, si je parle du Burkina Faso, des journalistes comme Norbert Zongo qui ont permis aux journalistes d'avoir cette liberté de pouvoir s'exprimer comme ils le veulent et comme ils le souhaitent. Au cours toujours de cette semaine qui s'achève, 2 réseaux transnationaux de trafic de drogue démantelés respectivement à Maradi et à Arlit, sur lesquels une importante quantité de produits prohibés ont été présentés à la presse. C'était au niveau de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Il y avait pour la télévision Labari, Sadou Doumi et Nafissatou Yahaya. 147 090 000 francs CFA, c'est environ la valeur marchande de ces 2 saisies de drogue opérées par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCRTIS ce 2 mai 2023, après plusieurs jours d'enquête. S'agissant du premier réseau, après plusieurs jours d'enquête, les équipes déployées ont saisi le 2 mai 2023 100 000 comprimés de tramadol de marque Royal 250 mg et 105 000 gélules de prégabaline dans le village de Samia Garimbori à 15 km de Maradi et procédé dans la ville de Maradi à l'interpellation de 9 personnes, toutes de nationalité nigérienne, parmi lesquelles 2 sont venus spécialement d'Agadez pour récupérer la drogue qui va remonter en Libye. Pour le second réseau, il s'agit d'un individu de nationalité nigériane interpellé par l'antenne départementale OCRTIS d'Arlit le 2 mai 2023 lors du contrôle d'un bus de transport voyageurs. Le suspect a quitté Anambra, Nigeria, avant d'entrer au Niger par Koni et de remonter par bus à Agadez via Tawa avec pour destination finale l'Algérie. Il s'agit de la 12e mule nigériane interpellée sur l'axe Tawa-Arlit au cours de ces derniers mois avec le même mode opératoire et la même destination. Pour le procureur de la République, cet acte du service antidrogue est à saluer et encourager autant que leur mode opératoire. J'ai suivi de bout en bout les processus qui a conduit au démantèlement des 2 réseaux. Alors, je dois dire que les modes opératoires utilisés par les services antidrogue est très professionnel. Il est professionnel, il est rigoureux et il est efficace. Surtout pour nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il se conforme au cadre légal en la matière. Ça, c'est à l'actif du service de l'OCRTIS. S'agissant des
des résultats de la moisson, vous l'aurez constaté que c'est vraiment digne d'éloge. C'est tout simplement impressionnant. Alors, je voudrais profiter de cette occasion au nom du parquet du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée pour exprimer au nom de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Niamey toutes mes félicitations à la direction du service antidrogue et à l'ensemble du personnel pour cette prouesse. Je voudrais également leur dire que de jour comme de nuit, nous serons toujours à leur côté pour les accompagner. Je voudrais enfin les encourager à continuer dans la même lancée pour que notre pays soit véritablement un exemple de lutte contre le trafic de drogue. Face à l'utilisation persistante des centres ruraux par les trafiquants comme lieu de stockage de leur drogue, l'OCRTIS appelle à la vigilance et à la collaboration des populations. Le gouvernement du Niger et la société française Orano Mining ex-Areva ont signé au cours de cette semaine qui s'achève un accord global de partenariat qui donc consacre la poursuite du partenariat qui lie ces deux partenaires, l'État du Niger donc, et la société Orano Mining ex-Areva. Donc c'était donc il y a quelques jours ici même à Niamey entre la ministre en charge des mines et le directeur général du groupe Orano Mining. Il y avait pour la télévision Labari Halidou Bourema et Nafissatou Yahaya. Le processus a duré plusieurs années mais a abouti à la présente signature du protocole d'accord global entre l'État du Niger et la compagnie Orano Mining. Cet accord marque en effet la poursuite d'un partenariat de longue date entre les deux parties. Je voudrais remercier tous les acteurs de cette œuvre parce que nous signons un accord aujourd'hui, mais nous poursuivons un partenariat qui a commencé de longue date. Le premier partenariat que le Niger a eu dans le secteur minier et surtout uranifère. Donc c'est ce qu'il faut saluer. Parce que même si dans le cadre du programme de renaissance, nous nous sommes engagés dans la diversification des minerais, dans la diversification des partenaires, nous retenons que la production uranifère garde toujours le premier rang. Nous retenons que la coopération avec notre partenaire Orano est toujours au premier rang. Cet accord va permettre de poursuivre le projet de l'exploitation de l'uranium au Niger, a rappelé le directeur général de Orano. Cet accord matérialise donc le double engagement industriel et sociétal d'Orano au Niger. Et il inscrit également le principe de l'accompagnement de l'État pour cette continuité dans le respect de la réglementation et de la législation, dans le but de garantir cette continuité d'exploitation au nord du Niger. Très concrètement, sur le volet responsabilité, il définit un cadre pour la réhabilitation du site de Cominac et son financement, de façon à ce que ces travaux soient réalisés suivant les meilleurs standards internationaux et financés jusqu'à leur conclusion, et que la transition sociale et sociétale soit accompagnée. C'est une première au Niger pour un projet de cette ampleur. C'est un sujet de fierté. Sur le volet industriel, nous nous engageons mutuellement à collaborer pour permettre à Somaïr de durer, pour exploiter le plein potentiel des gisements de Somaïr et faire durer cette mine pour le maximum d'années possible. Sur le plan du développement, cet accord nous permet de reconfigurer le projet Imouraren et de permettre à ce projet de trouver un équilibre économique tout en diminuant significativement son empreinte environnementale. C'est le pari que nous faisons ensemble et l'accord que nous signons donne un cadre pour permettre cela. Sur le volet fiscal,
Cet accord permet de mettre à jour les dispositions applicables à la concession d'Arlit. Cette cérémonie, il faut le noter, a pris fin par une conférence de presse co-animée par la ministre des Mines, Mme Hadizatou Ousseini, et le directeur général de Orano, Nicolas Maes. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.